Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo qui s'intitule Santé et fardeau excessif. Alors c'est une vidéo qui existait déjà sur ma chaîne YouTube, mais qu'il est temps d'actualiser et de remoderniser comme je peux faire en fait avec les différentes dernières vidéos qui ont vu le jour sur ma chaîne YouTube, entre autres. Il y a eu d'autres vidéos au passage, là, il n'y a pas eu que des vidéos réactualisées. Mais là, c'était quand même relativement important parce qu'effectivement, il y a eu des changements depuis que j'ai fait cette vidéo-là. Alors, avant de commencer, déjà, c'est quoi fardeau excessif? Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se posent la question. Eh ben, ça, c'est un montant d'argent en termes de santé que tu ne dois pas excéder par année par rapport à un montant qui est fixé par le gouvernement. Donc, toi, par exemple, tu as une maladie chronique, le diabète, donc je te donne cet exemple-là, et ben il faudrait pas qu'en frais, si tu veux, de santé, au niveau des médicaments, au niveau des rencontres avec ton médecin, etc., ça n'excède un montant qui a été décidé par le gouvernement du Canada par année, afin, si tu veux, qu'il t'accorde ou pas effectivement l'immigration à cause de ce coût-là. C'est pour ça qu'ils appellent ça fardeau excessif par rapport, si tu veux, à la société et au montant que ça pourrait coûter à la société. C'est un petit peu ça, si tu veux, l'idée. On va rentrer évidemment dans le détail et dans le vif du sujet. On va regarder ça en chiffres, on va regarder comment calculer tout ça et voir à peu près où en est ta situation pour t'enlever un petit peu de stress et d'anxiété à ce niveau-là. Donc avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu, c'est très important. On commence tout de suite. Donc ils disent dispositions relatives au fardeau excessif. Ça représente quoi? Ça s'entend comme toute charge pour les services de santé ou les services sociaux dont le coût prévisible dépasse le triple de la moyenne des dépenses par habitant au Canada pour de tels services sur une période de 5 années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée, blablabla. Donc, en gros, tu vois, faut pas que ça dépasse. Toute charge pour les services de santé ou les services sociaux qui viendraient allonger les listes d'attente existantes et qui augmenteraient la morbidité ou le taux de mortalité au Canada, vu l'impossibilité d'offrir ces services en temps voulu aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents. Ce dernier, si tu veux, paragraphe serait à prendre avec des pincettes parce que quoi qu'il arrive, c'est déjà le cas à l'heure actuelle. Les listes d'attente sont excessives dans les hôpitaux. Je ne pense pas que ça rentre trop en ligne de compte, mais c'est certain que s'il y a trop de monde qui vont devoir avoir accès au système de santé d'un coup via l'immigration, ils pourraient s'octroyer le droit de refuser, si tu veux, ces gens-là d'obtenir leur processus d'immigration en raison de facteurs de santé. Alors, dans les termes services de santé et services sociaux, ils donnent aussi des petites définitions rapides. Donc, services de santé s'entend des services de santé, tout simplement, hein, donc médicaments, santé et autres, pardon. Services sociaux, des soins en résidence ou des soins institutionnels, donc un séjour à l'hôpital ou en clinique, par exemple. Alors, on va rentrer dans le pratico-pratique, donc en termes de chiffres. Alors, en 2018, il y avait eu, j'en avais parlé dans cette vidéo-là, justement, la vieille vidéo, il y avait eu une réforme du gouvernement qui faisait que, effectivement, le montant par année avait largement augmenté. On était passé à 18 000 $ par année en coût de services de santé que tu ne devais pas dépasser, ok? Avant ça, c'était juste risible, le montant par année, c'était n'importe quoi. C'est que la plupart des gens qui avaient une maladie chronique, en gros, pouvaient pas venir. Mais avec 18 000, c'était quand même pas si mal. À l'heure actuelle, il y a eu une augmentation de ce seuil-là par année. Pourquoi? Parce qu'ils suivent évidemment le coût de la vie. Ça coûte plus cher peut-être à l'hôpital, etc. Même si nous, on a l'impression, quand on est résident permanent ou citoyen canadien ou même travailleur ici au Canada, immigrant, et que tu cotises, par exemple, tu payes dans tes impôts pour la RAMQ, pour l'assurance maladie ici au Québec, si je parle plus spécifiquement du Québec, puisque là, on parle du Canada dans l'entièreté pour le fardeau excessif, on le paye dans nos impôts. Donc, c'est quand même pas gratuit, si tu veux, quelque part. Donc, il y a quand même une augmentation des frais hospitaliers, etc. Donc là, à l'heure actuelle, ça, c'est très intéressant. Depuis le 1er janvier 2024, le seuil du fardeau excessif est de 26 220 $ canadiens par année qu'il ne faut pas excéder en services de santé, services sociaux. Ok, donc il y a eu une belle augmentation quand même entre 2018 et 2024. Il y a eu plusieurs augmentations, hein, 25 689 $ par année en 2023. Et là, on est donc passé à 26 220 $ par année. Donc, ça te donne quand même une idée que c'est quand même assez large, si tu veux, comme montant. Beaucoup de monde peut quand même immigrer, même en ayant des petits problèmes de santé.
Alors, j'ai retrouvé sur Internet, si tu veux, un document qui date de 2018 qui s'appelle Calcul du seuil de coût émis par le gouvernement du Canada. Il n'y a pas eu d'autres documents qui ont été émis, mais c'est quand même ce document, je vais mettre le lien dans la description bien sûr, très intéressant comme document puisqu'il reprend quand même des modalités qui sont encore actuelles par rapport au principe de fonctionnement des agents en immigration, pour savoir si le fardeau excessif, si ça fonctionne ou pas pour toi en tant qu'immigrant. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc ils disent par exemple dedans que les demandeurs d'immigration ne doivent pas être interdits de territoire au Canada pour les motifs sanitaires, dont un de ces 3 motifs est le fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Un agent refusera votre demande en fonction des résultats de votre examen médical aux fins de l'immigration, s'il croit raisonnablement que votre état de santé pourrait entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Donc, c'est vraiment entre les mains finalement de l'agent d'immigration. Tu sais que dans la plupart des processus d'immigration que tu as à faire pour le Canada ou le Québec plus spécifiquement, tu as un examen médical à passer. Le médecin, évidemment, c'est le gouvernement du Canada qui l'a choisi, donc il doit rendre des comptes au gouvernement du Canada. Donc, l'agent d'immigration peut largement décider très rapidement de dire non, regarde, c'est pas possible, ça fonctionnera pas, et juste avec ton examen médical, eh ben, tu vas être refusé tout simplement. Il y a quand même un deuxième point, si tu veux, quand même intéressant, c'est que si jamais il a un doute, ou si jamais il n'est pas certain, donc là, ça va s'en aller vers une commission de médecins, je pense, en tout cas du gouvernement du Canada, chapeauté par le gouvernement du Canada, qui vont peut-être un petit peu plus regarder ton cas de manière spécifique et décider, même si tu dépasses le fardeau excessif, de t'accorder l'immigration ou pas. C'est vraiment du cas par cas, ça dépend de ta santé et de ce que à travers quoi tu passes en ce moment. Je vais réussir à m'exprimer, merci. Alors plus loin dans le document, si tu vas effectivement dans l'alinéa qui est indiqué source d'information pour évaluer votre demande, si tu regardes en dessous, ils indiquent les agents utilisent ces renseignements pour déterminer votre diagnostic médical, votre pronostic, comment votre état de santé est susceptible de changer dans l'avenir et les services sociaux et de santé dont vous avez besoin. Les coûts sont généralement calculés sur 5 ans. C'est pour ça, en début de vidéo, j'avais parlé de ça au niveau du montant, hein, du fardeau excessif à ne pas dépasser. Il parlait de 5 ans, mais justement, c'est là-dessus, si tu veux, qu'ils vont évaluer ça. Donc, si par exemple, tu as une forme de cancer, hein, je vais prendre cet exemple-là, bon, ils vont évaluer par rapport au traitement que tu suis, combien ça va coûter. Ce qui ne veut pas dire que parce que tu as le cancer nécessairement, ou que tu es en traitement puisque tu as atteint du cancer, par exemple, que nécessairement tu ne pourras pas immigrer. Donc, on voit quand même que le tableau est pas complètement noir. Il faut que tu regardes un petit peu par rapport au montant et voir si ça excède ou pas. Mais là-dessus, je t'ai trouvé un petit truc pour encore enlever de l'anxiété et du stress par rapport à ça si jamais été réellement décidé à venir malgré tout au Canada. On regarde ça ensemble juste après. Alors, je t'ai trouvé en fait l'estimateur des coûts par patient. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mis en place par l'Institut canadien d'information sur la santé ou ICIS. C'est exactement, si tu veux, le site internet, le modèle sur lequel se reposent les agents d'immigration pour vérifier combien tu devrais, si tu veux, au service de santé. Donc du coup, tu as accès quand même directement sur Internet. Donc toi-même, tu pourrais déjà, si tu veux, aller regarder, essayer de farfouiller dans ce site Internet-là pour voir exactement combien tu coûterais une fois arrivé au Canada et voir si ça vaut la peine d'entreprendre ou pas les démarches et peut-être t'enlever un petit peu de stress, comme je disais tout à l'heure. Ils indiquent sur le site Internet: l'estimateur des coûts par patient est un outil interactif mis au point par l'ICIS afin d'estimer le coût moyen des différents services fournis dans les hôpitaux. Il présente l'information à l'échelle du pays, par province et territoire. Donc, tu vois, tu peux réellement voir qu'est-ce qui se passe par groupe d'âge des patients. L'outil calcule le coût moyen estimé des services offerts à un patient typique hospitalisé en soins de courte durée. Cette estimation tient compte des frais engagés par l'hôpital pour la prestation des services. Donc, tu as réellement différents éléments, si tu veux, qui peuvent être vraiment intéressants. Coût hospitalier moyen estimé par groupe de malades analogue, selon la province, le territoire et le groupe d'âge. Groupe moyen estimé des services dispensés par le médecin pendant le séjour à l'hôpital pour cette province. Durée moyenne du séjour.
volume selon la province ou le territoire et le groupe d'âge, divers rapports sommaires. Tu vas avoir différents onglets. Donc là, j'étais dans aperçu, il y a méthodologie, etc. C'est un site internet qui est quand même très, très complet. Je pense que tu vas pouvoir obtenir de l'information, même si c'est de l'information basique, on va dire, mais ça va te donner quand même déjà une idée de base, justement, sur combien ça coûterait, si tu veux, aux services de santé et services sociaux, si jamais tu immigrais au Canada, à savoir qu'effectivement, c'est un des outils sur lesquels l'agent d'immigration va se reposer pour calculer combien tu vas coûter, on va dire, au gouvernement quelque part en frais de santé. Donc, toi-même, tu peux déjà prendre les devants, regarder, et ça va peut-être t'enlever un petit peu de stress. Donc, je te laisse évidemment le lien dans la description. Alors, dernier point, effectivement, sur le sujet, il faut que tu saches que tu vas avoir accès ici quand même à pas mal d'éventails de médecine, je te dirais au pluriel ici au Canada. La médecine au Canada est très évoluée, même si le service de santé est tout pété, parce que quand tu vas aux urgences, il faut que tu attendes un temps infini. Mais les médecins, par contre, sont très bons. Le système de santé est très bon. Donc, je pense par exemple aux cliniques spécialisées sur le diabète. J'avais eu déjà plusieurs questions à ce sujet-là sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de cliniques qui sont spécialisées là-dedans. Donc, si tu es diabétique, tu peux directement aller dans une de ces cliniques-là. Ils ont largement l'habitude puisque c'est leur spécialité et ils vont pouvoir effectivement, si tu veux, faire un suivi de ton dossier beaucoup plus facilement que dans une clinique, on dira, ordinaire. Donc, il y a tout un éventail de médecine. C'est là-dessus que je voulais en venir au pluriel ici au Canada. À toi de chercher directement sur Internet, mais il existe pas mal, si tu veux, du coup, de cliniques et aussi d'organismes communautaires qui peuvent également, si tu veux, t'informer sur différents sujets par rapport à ta santé ou de questionnement. Donc, il y a beaucoup de choses ici au Canada. N'hésite pas à chercher ça quand tu es ici sur Internet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette vidéo sur santé et fardeau excessif. Il faut que tu saches une chose, c'est qu'effectivement, la santé, l'âge, il y a des gens qui disent « Oh, j'ai un certain âge, je ne pourrai pas immigrer », ne sont pas nécessairement des facteurs viables à décider pour te dire que je vais être refusé dans mon processus d'immigration. C'est pas certain à 100%. Parce que les processus d'immigration au Canada et au Québec fonctionnent avec des systèmes de notation et des fois, tu peux avoir plus d'expérience professionnelle, tu peux avoir plus d'autres éléments que le Canada apprécie et ton dossier pourrait quand même passer. Donc, tu ne perds rien à essayer, je te dirais. Pour santé et fardeau excessif, n'hésite pas à aller voir les différents sites internet dont j'ai mis les liens dans la description afin de te faire une meilleure idée et savoir si c'est possible pour toi ou pas. Là-dessus, n'oublie pas de me retrouver sur les réseaux sociaux, ce qui comprend Instagram, TikTok, Twitch peut-être un jour et Facebook. Les vendredis live que tu retrouveras sur ma chaîne YouTube qui sont sous forme de rediffusion à l'heure actuelle étant donné que les vendredis live n'ont pas encore repris. Il y a aussi des shorts, soit quelque part, si tu veux, toute l'actualité au quotidien du Canada ou mes opinions, mes idées ou certains éléments que je trouve pertinents à partager pour des gens qui vivent ou pas au Canada. Ma chaîne YouTube, naturellement, avec beaucoup de vidéos et de contenus diversifiés et variés. Je suis très actif sur YouTube. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est super important pour la chaîne. Et là-dessus, je te dis à la revoyure. Ciao, bye!